Alors, bonjour à tous. Donc, l'interaction entre les facteurs psychologiques et la neurophysiologie de la douleur, avec une emphase dans mes travaux de recherche essentiellement sur la douleur aiguë, expérimentale, chez des sujets en bonne santé. Donc, évidemment, neuroimagerie, on parle essentiellement de tomographie par émission de positons et d'IRM fonctionnel, des méthodes qui sont, dans la plupart des études, basées sur un couplage neurofonctionnel, neurovasculaire entre l'activité neuronale et l'augmentation du débit sanguin local qu'on peut détecter donc par ces deux méthodes-là. Et donc, les changements qu'on va voir dans les différentes conditions expérimentales, ce sont des changements essentiellement dans le débit sanguin vasculaire ou dans la réponse vasculaire locale que l'on sait coupler assez étroitement avec l'activité synaptique, donc l'activité, la communication entre les neurones. Quand on s'intéresse à la douleur, évidemment, la première question qui se pose, c'est quelles sont les voies anatomiques qui amènent le signal nociceptif de la périphérie, donc par la corne dorsale de la moelle épinière, les voies ascendantes vers différentes structures du tronc, le thalamus, différentes structures corticales ensuite, somesthésiques, S1, S2, ici en fait ce sont des structures S2 et l'insula qui sont plutôt latérales, ici elles sont projetées sur la face médiane de l'hémisphère. Le cortex cingulé antérieur, dont on va discuter un peu plus en détail tout à l'heure. Le cortex préfrontal également, qui reçoit des afférences nociceptives. Donc, le signal de la douleur va non seulement dans les régions sensorielles, mais va également dans des cortex qu'on dit limbiques, donc associés à la régulation émotionnelle. Dans des cortex impliqués dans le contrôle moteur, comme l'aire motrice supplémentaire ici. Le cortex cingulé antérieur, qui est une interface entre l'output moteur et la régulation émotionnelle, impliqué également dans la régulation cognitive. Évidemment, les régions préfrontales qui sont également impliquées dans les fonctions exécutives, donc dans la capacité également d'autorégulation. Donc, quand on place un sujet normal dans un scanner et qu'on applique une stimulation nociceptive aiguë, donc on voit une activation systématique du thalamus, des cortex somesthésiques primaires, secondaires, de l'insula, du cortex cingulé antérieur, de différentes structures du tronc cérébral, du cervelet dans certaines conditions. Donc, en fait, on retrouve un patron d'activation cérébrale. Il n'y a pas une région de la douleur dans le cerveau, il y a un patron d'activité qui implique une série de structures qu'on retrouve à peu près systématiquement activées dans un contexte de douleur aiguë, peu importe la cause de la douleur. On a évidemment toute une série de mesures qui sont disponibles en clinique. On peut prendre des mesures évidemment sur des échelles visuelles analogiques, des rapports subjectifs de douleur, des réponses motrices spinales. Évidemment, il y a la réponse faciale, il y a les réponses somatoviscérales. Christian a aussi mentionné les réponses hormonales, le cortisol. Donc, depuis 4 ou 5 ans dans le labo, on a essayé d'échantillonner chacune de ces mesures-là pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes neurophysiologiques en jeu dans la régulation de chacune de ces réponses-là. Et donc, dans ces modèles-là, plutôt que de voir chacune de ces mesures-là comme étant une mesure indirecte de l'expérience de la douleur, on conçoit plutôt différents sous-systèmes nociceptifs qui sont impliqués plus spécifiquement dans l'un ou l'autre de ces outputs-là. Et donc, il est tout à fait concevable, et vous le voyez certainement en clinique, qu'une personne ait un score de douleur de 9 sur 10 sur l'échelle analogique, numérique, et une expression faciale tout à fait neutre. À l'inverse, un patient va arriver, va avoir une expression faciale tout à fait marquée et intense et caractéristique de la douleur, mais va vous dire que sa douleur est à 3 sur 10. Donc, évidemment, quand on voit ça en clinique, on peut se demander quelle est la mesure la plus valide de la douleur du sujet. Sur le plan neurophysiologique, je vous dirais, chacune de ces mesures-là est valable, mais reflète l'activité d'un sous-système différent qui reflète l'input nociceptif, mais qui est régulé par des systèmes différents. Je vous présente une étude qui n'est pas de mon labo, qui est du laboratoire de Bob Coggill à Wake Forest aux États-Unis, qui a regardé la relation entre la VAS, l'évaluation subjective du participant, et l'activation cérébrale. Et donc, il a appliqué une stimulation de 49 degrés, que certains sujets ici, chaque point ici correspond à un sujet. Donc, sur une VAS de 0 à 10, certains sujets disent 1, 2, 3, et d'autres disent 6, 7, 8, 9. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande variabilité. On peut se demander, est-ce que cette variabilité-là reflète simplement des propriétés assez mauvaises de l'instrument de mesure? Et donc, ce que Coggill a fait, c'est qu'il a comparé les gens qui disent 8, 9 sur 10 à ceux qui ont dit 2 et 3 pour le même stimulus.
Ce que Cargill a montré, c'est qu'effectivement, ceux qui disent 8, 9 sur 10 ont beaucoup plus d'activité dans des régions que l'on sait par ailleurs recevoir le signal nociceptif que ceux qui rapportent 2 ou 3 de douleur. Donc, ce que cette information-là nous donne, c'est une validation du rapport subjectif. Le rapport subjectif sur la VS, évidemment, là, je mets ça dans un contexte de douleur aiguë où le sujet a reçu des instructions valides d'utilisation de l'échelle de façon correcte. Le sujet qui rapporte peu de douleur, son rapport verbal reflète l'activité du cerveau dans des circuits qui reçoivent le signal nociceptif de la moelle épinière par le thalamus. Ici, ce sont deux études qu'on a fait avec Cathy Bushnell à McGill dans le cadre de mon doctorat, puis ensuite Robert Hofbauer a pris la relève pour la deuxième étude, où on a utilisé l'hypnose. L'hypnose, c'est le modèle idéal pour moduler l'expérience subjective, même si l'input sensoriel est exactement le même pour tous nos participants. Donc, on a comparé l'effet de modulation, de suggestion qui visait à moduler l'intensité subjective de la douleur, à des conditions où on modulait le désagrément subjectif de la douleur. Donc, on a montré qu'il y a un corrélat entre le rapport subjectif d'intensité et de désagrément, un corrélat assez convaincant, donc entre ce rapport subjectif et l'activité cérébrale dans des régions spécifiques que l'on voit activer systématiquement pendant une douleur aiguë et dans différentes régions selon que l'expérience subjective est modulée dans son aspect sensoriel ou affectif. On a évidemment exploré les différentes structures qui sont impliquées dans le déclenchement des effets modulateurs, donc des régions préfrontales par exemple, et des régions du tronc cérébral qui sont activées dans les conditions d'analgésie ou d'hyperalgésie. D'autres se sont penchés sur les effets de la distraction pour montrer des effets similaires, donc des régions par exemple au niveau préfrontal qui sont activées pendant la distraction et qui prédisent l'activation, donc la coactivation de régions du tronc cérébral ou du thalamus, et au niveau du tronc cérébral, des régions qui pourraient être impliquées dans le déclenchement de l'analgésie. Même chose pour l'analgésie placebo. Quand on fait une analgésie placebo, chez les gens chez qui il y a un rapport de soulagement de douleur, on voit une activation préfrontale pendant ou même juste avant la stimulation douloureuse. Cette activation-là va prédire l'activité du tronc cérébral et va prédire le rapport subjectif de douleur qui est diminué dans la condition analgésique. Il y a eu des analyses également de connectivité qui démontrent qu'il y a un couplage fonctionnel entre des régions préfrontales et l'amygdale et la substance grise peracutiale, donc une région du tronc cérébral que l'on sait par ailleurs impliquée dans l'analgésie. Donc, en résumé, ces études-là montrent qu'évidemment, on a une activation d'un patron, d'un réseau cérébral caractéristique de la douleur, mais je le rappelle, pas nécessairement spécifique à la douleur, mais très sensible à la présence d'une douleur aiguë. Et dans la modulation psychologique, que ce soit par l'hypnose, le placebo, la distraction, les émotions, etc., on trouve de façon générale une activation de différentes régions préfrontales qui est en général couplée avec une activation du tronc cérébral. Et on pense évidemment que dans ces cas-là, qu'il y a une activation des mécanismes de régulation qui vont agir qui vont activer les mécanismes inhibiteurs qui peuvent diminuer la réponse même au niveau de la moelle épinière. Et donc, il y a toute une liste d'études, donc à partir de 1997, ça c'est jusqu'en 2003, mais évidemment, vous pouvez imaginer que depuis 2003, il y a à peu près le double, sinon le triple d'études qui se sont intéressées. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série d'études. Pensez à un facteur psychologique qui pourrait influencer la douleur et on pourrait l'appliquer dans un modèle de neuroimagerie ici. Évidemment, il y a également des conséquences somatiques à ça. Si on module l'activité du cerveau et que ça a un impact même au niveau spinal, on peut penser qu'il y aura une répercussion somatique. Et donc, je vous donne un seul exemple qui date déjà de 1995, où sur l'axe des X, on a la diminution d'un réflexe spinal de retrait. Et sur l'axe des Y, vous avez le rapport subjectif d'analgésie. Donc, plus on monte sur l'échelle ici, plus l'analgésie est importante, et plus on va vers la droite ici, plus il y a une inhibition du réflexe spinal. Et la corrélation est très bonne. Donc, on ajoute évidemment à ça toute une série de variables comme les réponses du système nerveux autonome, où on trouve également des effets concordants, c'est-à-dire que quand le sujet nous rapporte un effet analgésique par une intervention psychologique, on trouve des changements cérébraux, mais on trouve également une atténuation de la réponse autonomique, par exemple le rythme cardiaque qui augmentait en réponse à la douleur aiguë, son augmentation est diminuée, en général proportionnellement à la diminution de douleur rapportée par le sujet, en particulier dans sa composante affective. Donc, plus la douleur, ou moins la douleur est désagréable, en général, moins la réponse autonomique va être importante.
Bon, évidemment, là, on est dans un contexte de douleur aiguë. C'est relativement facile. On est dans un contexte assez bien contrôlé parce qu'on contrôle précisément les paramètres de stimulation qu'on donne au sujet. Dans un contexte clinique, en douleur aiguë, on sait que chacune de ces interventions-là est aussi assez efficace, voire très efficace. On sait également que la plupart, sinon la totalité de ces interventions-là, peut contribuer à diminuer ou, évidemment, dans les moins bons cas, augmenter la douleur chronique, la douleur pathologique. Un patient qui souffre de douleur chronique dans une situation d'anxiété augmentée, en général, l'anxiété va contribuer à augmenter sa douleur. De la même façon, si on a un protocole d'intervention par l'hypnose ou par une autre forme d'intervention, on peut au moins momentanément soulager le patient de sa douleur chronique. Donc, l'impact sur la douleur est vraisemblablement aussi valide dans un contexte de douleur chronique, mais évidemment, il y a très peu d'études qui démontrent un effet à long terme, donc une guérison, entre guillemets, ou un soulagement, un bénéfice à long terme, autre que la capacité, l'augmentation de la capacité du sujet, du patient de mieux s'autoréguler, donc de mieux gérer sa douleur. Évidemment, sur le plan neuro, ce qui nous intéresse et ce qui a intéressé la recherche fondamentale animale depuis une quarantaine d'années, c'est de mieux comprendre le phénomène de passage de la douleur aiguë à la douleur chronique. Évidemment, le modèle dominant, c'est le modèle de plasticité neuronale centrale. Donc, l'idée générale, c'est que la douleur chronique, en fait, c'est une maladie du système nerveux central. Et c'est suite à une modification de l'architecture des réseaux neuronaux dans le système de la douleur qu'il y aurait maintenant un maintien d'un état douloureux parce qu'il y aurait une activation aberrante des circuits neuronaux qui sous-tendent normalement la douleur aiguë. Ce qui m'amène à vous présenter quelques études de morphométrie. Donc, on a regardé les changements dans la morphologie du cerveau chez l'humain. Évidemment, les premières études ont montré un effet de l'âge. Ces phénomènes-là sont amplifiés quand il y a des maladies dégénératives du cerveau. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 15 ans, on pensait qu'il n'y avait pas de nouveaux neurones qui étaient générés dans le cerveau adulte. Or, on sait maintenant qu'il y a des nouveaux neurones qui peuvent être générés, qui peuvent aller migrer vers des territoires corticaux et contribuer à renforcer certains circuits corticaux. Il y a évidemment, et ça on le savait déjà, l'architecture des réseaux neuronaux peut être modifiée tout au cours de la vie. Donc, ici, quelques études, en fait, c'est une revue de littérature d'Apkarian qui montre que dans différentes conditions de douleur chronique, donc fibromyalgie, douleur lombaire chronique, migraine de tension, syndrome du côlon irritable, on trouve des amincissements corticaux dans différentes régions. Des régions préfrontales ici, régions comme le cortex singulier antérieur, cortex frontal médian, cortex singulier ici, tronc cérébral ici, c'est une diminution de la densité de matière grise qu'on a mesurée ici. Le cortex de l'insula dans les syndromes digestifs fonctionnels. Donc, vous voyez qu'il y a des changements morphologiques qui accompagnent la douleur ou qui sont associés à la douleur chronique. Ici, un exemple un peu plus de détails sur l'étude de fibromyalgie où on trouve non seulement le cortex singulier, ici, le préfrontal, mais également le cortex de l'insula, qui est une région qui reçoit le signal nociceptif également, et le cortex ici para-hippocampique, donc autour de l'hippocampe, dans une structure médiane du cortex du lobe temporal, qui est impliqué, entre autres, dans l'anxiété. Ce que Apkarian a montré en plus chez les lombalgiques chroniques, c'est que quand on regarde les courbes d'âge, l'amincissement cortical avec l'âge, la ligne noire ici, c'est les contrôles. Alors, si vous n'êtes pas douloureux chronique, c'est vous. Alors, vous voyez l'âge ici. Alors, trouvez où est-ce que vous vous situez. Ça vous donnera une idée de... En fait, ici, c'est le volume de matière grise dans tout le cerveau. Et ici, vous voyez la courbe des patients douloureux chroniques. Donc, lombalgie chronique ici. Et vous voyez le décalage entre les courbes. Le décalage entre les courbes correspond à 10 ans. 10 ans de vieillissement prématuré du cerveau. Donc, ça, c'est pas négligeable, hein? Une étude importante qui vient d'être publiée aussi en 2011 par le même groupe qui fait l'étude animale. Donc, c'est le groupe de McGill avec Kathy Bushnell, Laura Stone. C'est David Seminowicz qui est le premier auteur des deux papiers. Ici, en fait, on vous montre chez des lombalgiques chroniques l'amincissement cortical et le renversement de cet effet-là suite à une intervention qui a été efficace pour soulager la douleur de ces patients-là. Donc, c'est des patients qui ont subi, par exemple, une chirurgie
une chirurgie au niveau du dos, qui était indiquée évidemment cliniquement. Et chez ceux chez qui on a vu une amélioration, donc ici de pré à post, on a vu également une normalisation, un retour à la normale de leur cortex cérébral. Donc la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est un organe infiniment plastique et que l'amincissement qu'on trouve chez les douloureux chroniques, si on réussit à soulager la douleur, on normalise, on revient à un cortex cérébral normal. Évidemment, vous connaissez tous ces facteurs-là mieux que moi, les prédicteurs de la douleur, du développement de douleur persistante. Ici, je ne parle pas d'incapacité, mais bien de douleur. Donc, il y a des fois certaines différences. C'est une référence aussi qui date de 97, donc qui n'est peut-être pas complètement à jour. Mais donc, sévérité subjective, anxiété, peur, stress perçu, dépression, stratégie cognitive mésadaptée, perception de soi, perception de sévérité de la maladie, etc., etc. Donc, c'est des facteurs que vous connaissez bien. Ces facteurs-là, on sait que ce sont des prédicteurs du développement de douleurs chroniques. On sait que chacun de ces facteurs-là a une incidence sur la réponse à une douleur aiguë. Donc, il est tout à fait plausible de penser que, étant donné que ces facteurs-là dépendent également des structures, par exemple, préfrontales ou limbiques du cerveau, que ces facteurs-là soient en lien avec les changements qu'on trouve au niveau de la morphologie cérébrale. On a testé chez des gens qui pratiquent la méditation zen depuis plus de 1000 heures. Donc, en fait, ça variait de 1000 à 45 000 heures. 45 000 heures, c'est beaucoup de temps dans une vie qu'on passe en retraite pour faire de la méditation. C'est un petit groupe de sujets. Ici, je n'ai pas mis le N, mais je pense qu'on avait 13 ou 14 sujets au final dans cette étude-là. Ici, c'est la température requise pour produire une douleur modérée. Donc, vous voyez que les sujets contrôle, ici en rouge, à partir de 48 degrés, ils arrivaient à notre cible, donc modéré à forte, donc notre cible était 7 sur 10 sur l'échelle de douleur, alors que les méditants, eux, ont besoin d'une température de 50 degrés. 50 degrés, là, pour la plupart d'entre nous, c'est pas tolérable. Hein, on retire le bras du simulateur thermique. Donc, pour eux, c'était, en fait, chez certains sujets, on est allé même jusqu'à 53, le maximum qui était permis, évidemment, pour éviter de faire une brûlure, et eux n'étaient pas encore rendus à la douleur 7 sur 10. Ce qu'on a vu au niveau de la morphologie, c'est que les méditants ont un cortex cérébral plus épais dans plusieurs régions, dont certaines régions sont impliquées dans la douleur, comme le cortex cingulé antérieur, le cortex somesthésique secondaire. Cette épaisseur-là était également, en fait, quand on cherchait les régions cérébrales dont l'épaisseur prédit la sensibilité à la douleur, on retrouvait encore une fois les mêmes régions. Donc, c'est un peu redondant parce qu'on compare deux groupes dont la sensibilité est différente. Puis ensuite, on prend le facteur, le critère de sensibilité pour faire une corrélation. On trouve encore une fois les mêmes régions. Et en plus, le cortex ici, para-hippocampique, donc une région que je vous disais impliquée dans l'anxiété. Ici où on voit une corrélation, ici c'est la température, ici c'est une covariance qui contrôle pour l'âge. Et donc on voit que les gens qui sont plus tolérants à la douleur, donc en rouge ce sont nos méditants, ont un cortex plus épais dans cette région-là. Et je vous le mets en parallèle avec les données qu'on avait, que le groupe de McGill a trouvées chez les fibromyalgiques, qui présente un patron assez similaire. Hein. On voit le cortex cingulé ici, le cortex cingulé ici, la région para-hippocampique ici qui est plus épaisse et qui est plus mince chez les fibromyalgiques. Donc, évidemment, on est encore à un niveau d'analyse comparative. Hein. On voit des résultats qui nous font penser qu'il y a peut-être une relation fonctionnelle. Hein. Peut-être que les fibromyalgiques sont justement l'inverse du zen. Il y a aussi une relation proportionnelle entre l'épaisseur corticale dans certaines régions et la durée de la pratique. Évidemment, c'est une étude transversale. On prend deux groupes, un groupe qui est très expérimenté depuis longtemps, mais il n'y a rien qui nous dit que ces gens-là sont comparables à notre groupe contrôle. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont prédisposés à choisir la méditation et à faire des retraites comme ça pendant des semaines. Donc, il y a des différences entre nos deux groupes qui n'ont peut-être rien à voir avec la pratique, mais qui sont peut-être des prédispositions. La corrélation avec la durée ou l'intensité de la pratique nous suggère qu'il y a peut-être un facteur de plasticité qui est induit par la pratique. Évidemment, ce n'est pas une preuve non plus, parce que peut-être que ceux qui font 45 000 heures, ils ont des prédispositions aussi plus fortes. Alors, il faut être très, très prudent dans la généralisation de ces données-là à un effet de la pratique.
Bon, ça, c'est l'effet de l'absorption mentale. On demandait aux sujets de remplir des questionnaires sur leur capacité de s'absorber, de se concentrer sur des expériences. Par exemple, une des questions du questionnaire, c'est « Vous êtes au théâtre, est-ce que vous avez l'impression de faire partie de l'action au point que vous avez oublié que vous êtes dans une salle de théâtre? » Donc, on a trouvé des corrélations ici et on a trouvé donc des corrélations avec ce facteur-là et une corrélation donc dans des mêmes régions qui s'amincissent dans les troubles attentionnels. Donc, ça, c'est une façon indirecte de valider notre approche, donc de le mettre en lien avec d'autres types de symptômes cliniques liés à l'attention. Donc, je conclus, donc attention, corrélation. Douleur aiguë s'accompagne d'une activation cérébrale caractéristique, mais pas nécessairement spécifique à la douleur. Donc, attention pour l'usage diagnostique éventuel. Modulation psychologique active des processus régulateurs qui impliquent, par exemple, les régions préfrontales, qui vont activer des systèmes facilitateurs ou inhibiteurs de la douleur, qui peuvent agir même au niveau de la moelle épinière. En fait, en partie aussi, l'implication clinique, c'est que dans certaines conditions, certains syndromes cliniques, on pense que ces systèmes-là sont dysfonctionnels. Donc, par exemple, dans la fibromyalgie, il y a une hypothèse qui veut qu'il y a une désinhibition, une dysfonction des mécanismes régulateurs de la douleur. Les activations régulatrices, donc, modifient les réponses somatiques qui accompagnent normalement la douleur. Donc, il y a un effet sur le corps également. Ils sont impliqués dans la régulation de la douleur aiguë et vraisemblablement dans la régulation au moins momentanée de la douleur chronique. Et finalement, les personnes qui souffrent de douleur chronique donc, présentent une diminution de matière grise dans plusieurs régions du cerveau qui sont activées pendant la douleur aiguë, mais également dans certaines régions que l'on pense impliquées dans la régulation également de la douleur. Donc, qui correspondrait à un vieillissement prématuré du cerveau, qui pourrait expliquer aussi certains déficits cognitifs. Par exemple, l'amincissement au niveau préfrontal pourrait être corrélé à certains effets, par exemple, de difficulté de concentration des patients. Ça reste à tester de façon plus rigoureuse, toutefois. Les changements donc, pourraient diminuer la capacité d'autorégulation de la douleur. Des changements similaires dans les études prospectives animales, donc qui vont nous permettre d'évaluer les changements au niveau neuronal, au niveau cellulaire, au niveau même fonctionnel électrophysiologique dans les mêmes régions. Et finalement, des changements qui sont réversibles suite à un traitement efficace et qui peut-être pourrait être utile pour prévenir ou pour développer des modes d'intervention qui préviendraient le vieillissement cortical chez nous tous. Merci.